On va démarrer à 9h01, 9h02. Est-ce que... Non, mais je sais pas. Alors, je vais laisser rentrer tout le monde dans la salle d'attente. Là. Bonjour tout le monde. Bonjour. 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 Bonjour à tous. Bonjour. Tu as réussi à Bonjour. te connecter, Coralie, du coup, parce que Oui, bah, je suis passée par Google et pas par Zimbra. Donc voilà. Ah, c'était une histoire de Mm. navigateur. Ouais. Eh ben, je crois qu'il n'y a plus personne en salle d'attente. Oui, je Bonjour. pense. Bonjour. 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 Je reconnais des Bonjour voix. à tous. Euh, euh, C'était Pascal. Oui, je crois. Euh, Eh ben, écoutez, je crois qu'on doit être à peu près au complet. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être connectés de bon matin. Euh, on est ensemble pour le deal, c'était 45 minutes. Mm. Donc on va essayer de tenir, c'est pas qu'on va essayer, on va tenir l'horloge du coin de l'œil et puis pour remplir le contrat de 45 minutes. Donc on va pas trop traîner au départ, on va pas faire de tour de table, désolé. Euh, mais on aura l'occasion de se recroiser de toute façon, j'imagine, dans d'autres lieux et peut-être pas en visio pour échanger de vive voix. Euh, Il y a une petite question déjà, Karim. Est-ce que le webinaire est enregistré? oui, il est enregistré. Après, je suis toujours un peu embêté en fait de transmettre des fichiers d'enregistrement parce que je ne suis pas sûr que tout le monde le consulte. Par contre, ce qu'on peut faire plutôt, c'est de vous transmettre une synthèse euh, et peut-être le support. Mm. Euh, Peut-être pour démarrer, parce qu'on ne se connaît pas forcément bien, on se présente. Bah, je te laisse peut-être démarrer, Sandra. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, Sandra Bertrand, de Transition Pro Bretagne, donc référente parcours de formation comme Karim. Et voilà, je laisse Karim te présenter aussi Ah, après. Karim, même chose que Sandra. Et on est accompagné aujourd'hui de Coralie Guillou. Bonjour à tous et à toutes. Donc Coralie Guillou, chargée de mission à l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail Bretagne, qui fait partie donc de l'ANACT, et sur la thématique de la prévention de l'usure et de la désinsertion professionnelle. Et on trouvait que ça avait du sens aujourd'hui que Coralie intervienne avec nous parce que, comme vous le savez, du coup, on gère quelques outils qui peuvent aider les salariés sur les sujets autour de l'usure professionnelle. Et il me semblait que c'était cohérent, en fait, qu'il y ait une intervention de l'ARACT autour de ces sujets-là. En fait, voilà. C'est Merci alimenté. Coralie d'être là avec nous ce matin. De Mm. rien, c'est avec plaisir et c'est vraiment alimenter cette notion de parcours et d'accompagnement individuel et collectif, hein. À partir du moment où il y a des impacts sur un individu, ben, est-ce que le collectif est aussi impacté? Et c'est toujours intéressant d'avoir ce double regard. Il ne faudra pas hésiter à Merci. mettre mon adresse mail aussi. Ah oui, Si... pardon, ouais. On va la rajouter dans la discussion. Ouais. Mm. Dans Et la si le conversation, peut-être que tu peux la Ouais, mettre, ouais, Coralie. je je vais peux le la. mettre, et puis si le support est communiqué, Oui, mais si le support est communiqué, on mettra ton... C'est bien, c'est Guillou. c'est guillou@anacte.fr. Ouais. Ouais. Ok. Peut-être pour démarrer, juste resituer un peu Transition Pro-Bretagne, parce que bon, même si c'est du peut-être très clair pour 95% des personnes, Transition Pro, notre mission, c'est d'animer et de financer en fait des projets de reconversion de salariés, donc autour de dispositifs du PTP, du FIPU, du PUR qu'on aura l'occasion de vous présenter tout à l'heure. On gère également un dispositif qui s'appelle Démission Reconversion et qu'on vous présentera tout à l'heure, et puis une certification sur les compétences socles, compétences de base qui s'appelle CLEA, qu'on n'aura pas
forcément l'occasion de développer aujourd'hui parce que c'est pas vraiment le sujet, mais si vous avez besoin d'infos, je suis toujours dispo pour vous expliquer ce que c'est que Cléa. Notre mission, au-delà de la gestion en fait, de ces dispositifs et de cette certification Cléa, c'est aussi de travailler en collaboration avec les acteurs du territoire sur bien sûr les besoins en compétences et donc développer des projets. Et c'est dans ce cadre-là en fait qu'on a justement rencontré un certain nombre d'entre vous, peut-être plus les directions, pour un sujet autour des plus de 50. Alors je dis pas senior parce que senior c'est pas trop délimité, on sait pas trop si c'est senior, si c'est l'EHPAD ou si c'est ou si c'est encore le travail. Donc plus de 50. Donc on a rencontré un certain nombre d'entre vous pour échanger autour du sujet de la sécurisation en fait des parcours pour les salariés de plus de 50. Et il est issu en fait de cette première rencontre, enfin non, il y a eu deux rencontres, je crois, Mm. euh, une, euh, une première étape de sensibiliser les conseillers OPCO sur en premier lieu, en fait, nos outils à la main des salariés pour se reconvertir après 50 ans. Et puis, ouais, puis mettre en perspective, raccrocher ça avec l'usure professionnelle et la transition générationnelle aussi, parce que c'est une thématique qui est transversale à beaucoup de situations d'entreprise et à beaucoup de réalités, en fait, hein, d'entreprise. Mm. Donc Tu veux... on s'appuyait un peu sur quelques chiffres, hein, juste quand même pour poser un peu les constats. C'était que, grosso modo, les 50 et plus, c'était 43% de la population active en Bretagne, que 70% en fait, des 50 et plus sont en activité en Bretagne, donc un peu moins qu'au niveau national, et avec un taux de chômage du coup qui est inférieur en fait au taux national. Par contre, donc ça c'est plutôt des chiffres qui sont plutôt, on va dire, positifs. Après, il y a quelques chiffres quand même qui nous alertent, qui nous ont alertés en fait quand on a fait cette préparation de groupe de travail. C'est que les 50 et plus, il y a une distinction qu'on peut faire entre les 50-55 et les 55-64. Parce que quand on regarde les chiffres sur les 55-64, eh ben on se rend compte que c'est une population qui est beaucoup plus en difficulté en fait à la formation, face au changement, et plus confrontée à des difficultés aussi quand il faut avoir de la mobilité. Donc on a également trouvé des informations qui sont un peu enfin, qui nous ont un peu alertés. C'était voilà, 50% des 50 et plus ont connu des relations de travail dévalorisantes au cours des 5 dernières années. Et 49% des 40 ans et plus craignent d'être discriminés pour leur âge dans de futures recherches d'emploi. Donc tout ça, c'est des éléments qui nous disent qu'il y a un vrai sujet en fait autour de la mobilité professionnelle après 50 ans et que ben, nous, Transition Pro, mais aussi en partenariat avec tous les acteurs du territoire et puis de l'environnement, en fait, emploi, formation, on se disait qu'il y avait un vrai besoin de mettre de l'huile dans les rouages pour faciliter, en fait, les parcours de ces publics-là. Oui. Sachant que nous, au niveau de Transition Pro-Bretagne, voilà, s'il y a quelques chiffres à retenir nous concernant, donc on a accompagné 10 000 projets là, de reconversion depuis 2020, en comptant le PTP et l'émission reconversion. On est en moyenne à un financement de 6 dossiers sur 10 hein, en 2025 et ça va continuer en 2026. Par contre, c'est vrai que la demande des 50 ans et plus représente que 15% hein, des demandes qui nous sont faites. Donc, il y a de la marge, hein, il y a une grosse marge. On peut augmenter vraiment la tranche hein, parce que même à 15% cette... des demandes, sachant que ça représente Ouais, 40% de la masse salariale bretonne, quoi. c'est ça. Ouais. Donc, il y a une déperdition Il y a un quelque vrai gap, part et ouais.
Ouais, ouais. Et franchement, ça pose question par rapport à ça. Et voilà, on voulait aussi vous donner l'info que 15% des dossiers PTP que l'on finance concernent des mobilités internes, hein. Donc, on va détailler après un peu plus la notion de reconversion, mais voilà, on n'est pas, on est aussi sur des gens qui bougent en interne dans leur entreprise. Donc, C'est pas que de la mobilité externe, en fait, les transitions ouais. professionnelles. Mm. Mm. Et ça nous semblait intéressant, en fait, justement, parce que c'est vrai que derrière le terme reconversion, il se cache des choses assez différentes et qui recouvrent plusieurs sujets, en fait. Parce que changement de métier ou de profession, alors c'est vrai que c'est pas toujours très clair, en fait, quand on parle de changement de métier ou de changement de profession. Est-ce qu'on est sur des codes ROM? Est-ce qu'on est sur des postes? Est-ce qu'on est euh, sur Et d'autres choses? ouais, le CSP. Parce que profession, en fait, métier, ça recouvre pas exactement la même chose, quoi. Mm. Est-ce qu'on est sur une mobilité interne? Est-ce qu'on est sur une mobilité externe? Est-ce qu'on est sur un changement de statut professionnel? Bah, tout ça, en fait, c'est des reconversions. Enfin, toujours est-il, au sens de transition pro-Bretagne, nous, quand on traite les demandes, tous ces changements-là, en fait, sont des reconversions. Ouais. Et puis après, bah, c'est vrai que ça recouvre des noms différents, transition, évolution, reconversion. Enfin voilà, on a toutes ces synonymes-là qui peuvent entrer aussi dans l'esprit des personnes. Et voilà, le changement de métier ou le changement de secteur, c'est des choses qui peuvent être envisagées de façon différente et à différents moments de la carrière, on va dire. Mm. Il nous semblait intéressant, en fait, je pense que vous connaissez ce baromètre-là du Centre Info, qui c'est le baromètre de la reconversion. Donc, c'est souvent publié en début d'année, mars-avril. Alors, cette année, ça m'étonnerait qu'ils sortent le baromètre. En fait, malheureusement, le Centre Info, ils sont un peu en difficulté. Mais ces chiffres-là, ils sont intéressants parce qu'ils mesurent un petit peu les velléités de reconversion, mais un peu plus large que ça, en fait, sur aussi l'information liée aux possibilités de se former, en fait, auprès du public salarié et demandeur d'emploi. Et ce qui est intéressant, c'est de mesurer surtout les écarts, en fait. D'une année sur l'autre, on voit qu'il y a des petits écarts et bah, vous connaissez, hein, depuis 2018, 2019, là, la loi Avenir professionnel, il y a des dispositifs qui ont eu le vent en poupe avec bah, une- une explosion, en fait, hein, des sollicitations sur le CPF. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de salariés connaissent le CPF. Bah, d'autres choses plus modestes en termes de connaissance des dispositifs. Et après, des possibilités, en fait, pour certains enfin, des souhaits pour certains d'évoluer vers d'autres métiers, mais pas tout de suite. Vous voyez, il y a 18% seulement, en fait, aujourd'hui, du public qui prépare une reconversion, alors qu'on est plutôt sur plus de la moitié, en fait, qui pense changer d'emploi dans les 5 prochaines années. Mm. Euh, donc une connaissance, voilà, des dispositifs, de l'accompagnement et euh, et puis quand on regarde un peu plus près, en fait, les tranches d'âge, et puis pour accrocher un peu quand même au sujet des plus de 50, on se rend compte que c'est toujours ceux qui ont plus de 40, plus de 50 ans enfin, qui ont le sentiment toujours d'être le moins bien informés sur les possibilités d'évolution et sur les possibilités de se reconvertir. Je pourrais rajouter d'ailleurs le lien du baromètre avec les chiffres plus détaillés, peut-être pour la version qu'on vous transmettra par mail, si vous voulez Mm. aller consulter l'étude. C'est assez intéressant. C'est- pardon. Et ce qui est intéressant aussi, et puis je vais passer à la slide suivante, c'est de mesurer qu'en 2025, il y a moins de velléité de changement qu'en 2024, par exemple. Ouais. Il y a une baisse. Mm. Et donc après, difficile d'interpréter parce que c'est pas là notre sujet, en fait, mais cette baisse-là, du coup, on peut tous la mesurer aussi en nombre de dossiers, en nombre mais les organismes de formation aussi le mesurent. Je pense que vous avez aussi, vous, des contacts avec les organismes qui sont aujourd'hui en difficulté sur le sourcing. Donc
ça fait écho, en fait. Alors là, Sur... on vous a mis, Vas-y, pardon, vas-y, Sandra. là, on vous a mis des données concernant l'Observatoire des transitions professionnelles. Donc, en fait, on fait une enquête 6 mois après la fin de la formation des personnes qui se sont formées en PTP. Donc là, c'est ceux qui sont sortis en 2024 pour savoir c'était quoi leur motivation à la base pour faire un projet de transition professionnelle. Et on voit que on a une grande partie des motivations qui sont liées à l'évolution des compétences, au souhait de monter en compétences ou de changer de compétences. Il y a une grosse partie aussi quand même qui arrive en position prédominante, c'est l'amélioration de l'équilibre vie personnelle et vie professionnelle. Et puis, c'est retrouver du sens aussi ou réaliser un rêve pour 62%. Après, euh, on peut voir aussi que les conditions de travail et la problématique de santé ou les problèmes de santé ont un poids aussi important. Sachant que on est quand même sur des gens qui ont réussi en fait à avoir un PTP et à suivre la formation. Donc on est vraiment sur des personnes qui ont entre guillemets réalisé leur projet et atteint leur objectif par rapport à ces motivations. Pardon, on a oublié de dire à Coralie, en fait, bien sûr, que tu interviens quand tu veux, Coralie. Oui, OK? Oui, oui, on avait dit qu'après cette slide-là, à la fin de la slide 10, 10 c'est ça, hein, je pense que voilà, oui, c'est ça. certains points pour pas non plus trop hacher. OK. Merci, Karine. Bien évidemment, en fait, quand quand on va vous présenter tous les dispositifs et euh, ces dispositifs-là, en fait, ils sont inclus dans un parcours parce que la reconversion, ça se fait pas juste avec un financement. En fait, c'est aussi, voilà, toute une démarche de réflexion, d'accompagnement avec du coup nos partenaires aussi du conseil en évolution professionnelle qui mènent avec les salariés toute une réflexion sur le projet, sur le métier visé, sur des vérifications, sur les choix de formation et nous on est plutôt en fin de parcours en fait sur une démarche voilà de financement du parcours avec l'idée de sécuriser la reconversion des salariés. Coralie, je te tends la perche. Oui, vas-y, je vais me permettre de Oui. compléter tout ce que vous avez dit avec un petit pas de côté, avec un focus sur l'entreprise. Parce qu'effectivement, quand on parle de reconversion, ben, comme vous l'avez dit, oui, ce n'est pas forcément un changement d'entreprise, hein, ce n'est pas forcément une mobilité externe qui demande un accompagnement individuel, mais ça peut être aussi une évolution dans l'entreprise. Et quand je parle d'évolution, ce n'est pas forcément une évolution avec prise de responsabilité. C'est évolution, changement de compétences, et ça peut évolution des compétences, et ça peut aller sur évolution d'un métier aussi, mais pas forcément avec une prise de responsabilité. Ça peut être transverse à l'entreprise. Donc déjà, il y a déjà ce premier élément que je trouve intéressant qui permet de se dire, ben oui, il y a peut-être aussi à mettre en réflexion avec l'entreprise l'accompagnement d'un salarié dans sa reconversion si à l'externe, mais il y a peut-être aussi un regard complémentaire à avoir quand c'est en interne, parce que dans tous les cas de figure, ça interroge, et ça, les chiffres que vous avez mis en avant sur 51% pensent à changer d'emploi. Ben oui, ça interroge. Pourquoi est-ce qu'ils veulent changer d'emploi? Est-ce que c'est aussi en lien avec les conditions de travail, avec l'ambiance, avec le management, avec le matériel, avec l'accompagnement, avec... Donc, ça peut aussi interroger sur le fonctionnement en interne de l'entreprise. Euh, et en même temps, les bulles que vous avez mis en avant, la motivation pour faire un projet, ben, ça met aussi en avant les conditions de travail. Quand on parle d'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, quand on parle d'évolution des compétences, des problèmes de santé, de l'engagement, voilà, sur des conditions de travail, je crois que sur 6, sur ces 6 bulles, il y en avait 5 qu'on pouvait mettre en lien avec les compétences, avec les conditions de travail. Donc, ça interroge sur comment et dans quelles conditions se réalise le travail, l'activité,
avec qui, avec quel soutien, avec quel matériel, avec quel... donc, c'est vrai que là, on se dit que vis-à-vis de l'entreprise, bah, il y a peut-être des enjeux aussi à aller interroger cette notion de parcours en entreprise et en dehors de l'entreprise. Et donc, quand je dis de parcours, c'est d'accompagnement individuel d'un salarié parce qu'on a un rôle à jouer pour que cette reconversion soit soutenue et pas subie parce qu'il y a la personne qui a une inaptitude et donc ben là, elle est obligée de subir tout le parcours de reconversion avec toutes les problématiques de santé qu'il y a. Donc, on voit bien que c'est difficile d'engager la motivation du salarié dans ce parcours-là et on sait qu'il y a beaucoup plus de freins. Donc, c'est comment faire en sorte que ce parcours-là soit choisi et donc et soutenu par l'entreprise. Et donc, il y a un fort enjeu aussi vis-à-vis de l'entreprise à tous ces temps de sensibilisation, de mise en connaissance de tous les dispositifs qui existent et du rôle aussi et du soutien que l'entreprise peut avoir pour accompagner le salarié, mais également aller aussi voir le collectif pour améliorer les conditions de travail. Parce que si un salarié se retrouve en inaptitude, qui dit que sur le même activité, sur le même service, dans le même poste, ben, il n'y a pas d'autres salariés qui sont aussi qui présentent aussi des symptômes qui peuvent amener à une inaptitude. Donc, on peut aussi aller interroger les causes de cette inaptitude. Et dans ces causes-là, évidemment, c'est les situations de travail qui peuvent être source d'usure professionnelle. Et c'est là où nous, on fait le lien avec l'usure professionnelle pour pouvoir agir le plus tôt possible et aller interroger les causes de cette usure-là pour pouvoir agir le plus tôt possible et donc faire le lien entre un salarié qui est en difficulté, mais faire le lien aussi avec le collectif et donc l'organisation du travail pour pouvoir agir le plus vite possible et être dans un parcours choisi et soutenu individuellement et collectivement. Donc c'est là, nous, où on accompagne un petit pas de côté pour dire il y a plein de dispositifs qui existent et il faut les mettre à connaissance pour dire qu'il y a un soutien, mais on peut aller au-delà de l'approche individuelle en allant interroger aussi les conditions dans lesquelles se réalise l'activité pour agir sur l'usure et sur la cause. Voilà le petit pas de côté que je propose. Merci Coralie pour ce pas de côté. Merci, ouais. Et qui est Donc c'est vrai que les complémentaire. solutions qu'on propose, nous, elles sont plus individuelles en fait. Mm. Et que c'est il faut important de réfléchir après sur le collectif et puis comment peut-être sécuriser les autres qui restent. C'est ça. Et c'est vraiment complémentaire parce qu'on ne peut pas Mm. apporter une réponse. Enfin, il est indispensable d'apporter une réponse individuelle parce que on est là aussi pour protéger les personnes, Mais pas que. mais pas que. Donc là, on rentre plus sur les outils de financement. Donc celui-ci, je pense que vous le connaissez, c'est le projet de transition professionnelle. Donc je ne vais pas épiloguer. Donc l'objectif, c'est de se reconvertir, donc d'évoluer vers un nouveau métier. Comme on disait, mobilité interne, externe, il n'y a pas de restrictions. Donc là, on cible essentiellement des formations qui sont inscrites au répertoire spécifique, celles qui couvrent du coup les compétences d'un métier ou RNCP, c'est classique pour des organismes qui sont Calliope. Donc après, vous voyez qu'il n'y a pas que les CDI, il y a aussi les CDD, les intérimaires, en fait, les Les intermittents, intermittents, ouais. qui peuvent être éligibles à ces dispositifs-là, donc avec des conditions d'éligibilité qui sont malgré tout assez accessibles, en fait. Et donc la prise en charge du BTP, c'est salaire plus frais pédagogiques plus éventuellement frais annexes. Quand on dit salaire, du coup, c'est bien sûr salaire chargé qu'on rembourse à l'employeur. Donc en moyenne, c'est à peu près 30 000 euros un PTP moyen. Donc avec grosso modo un tiers des frais pédagogiques, un tiers c'est les frais pédagogiques et deux tiers c'est le maintien du salaire chargé pour rembourser à l'entreprise. Euh, Alors, par rapport à la prise en compte de l'usure professionnelle donc dans les projets de reconversion, à côté du PTP, on a deux dispositifs en fait qui sont des façons un petit peu différentes d'aborder le projet de transition professionnelle.
On va avoir le dispositif prévention usure reconversion. Donc ça, c'est pour les salariés qui ont un compte professionnel de prévention. Donc qui sont soumis à des conditions de travail qui génèrent, entre guillemets, des points sur le compte de prévention professionnelle de prévention. Donc ces points-là, la slide d'après, il y aura les facteurs qu'on vous a remis. Peuvent permettre à la personne, à partir du moment où elle a un accompagnement avec un conseiller en évolution professionnelle, donc de monopoliser l'argent voilà, dans son compte pour financer une action de formation. Donc, sous le terme action de formation, vous avez le bilan de compétences, l'accompagnement à la VAE et une formation qui peut être une formation pour se reconvertir et accéder à un emploi qui ne sera pas exposé aux facteurs qui ont généré des points dans le compte de professionnel de prévention. Donc ça, c'est la première partie. À côté de cela, vous avez des salariés qui n'ont pas de C2P, mais qui vont être soumis à des risques d'usure professionnelle. Donc là, de mémoire, donc c'est les vibrations mécaniques, manutention manuelle de charge et les postures pénibles sur les articulations. Donc ça, ces personnes-là, l'employeur ne va pas déclarer ces risques-là parce qu'ils ne sont pas générateurs de points. Par contre, nous, quand la personne nous fait une demande de financement pour changer de métier, pour se former à un nouveau métier ou, voilà, à un métier un petit peu parallèle, on va regarder, nous, les conditions de travail qu'elle peut avoir, les risques auxquels elle peut être soumise. Et si on détecte que ça fait partie de ces trois dont on a cité, là, manutention manuelle de charge, port de charge et vibration mécanique et posture contrainte, pardon, là, on va pouvoir contacter l'entreprise, voir si au niveau de ces risques d'usure professionnelle, voilà, lui, il est d'accord sur ce principe-là. Et s'il accepte de financer 5% du coût pédagogique, on va pouvoir basculer le dossier PTP sur le financement FIPU. Et pour rappel, le FIPU, c'est le Fonds d'investissement de prévention de l'usure professionnelle et ça émane de la Caisse d'assurance maladie, la branche ATMP, donc accident du travail, maladie professionnelle. Et cet argent-là, en fait, FIPU, il peut être soit distribué entre guillemets aux entreprises qui vont faire des actions de prévention, soit, et l'autre partie, elle est distribuée aux transitions pro justement pour financer ces dossiers-là. Donc voilà, on a ces deux dispositifs-là qui permettent vraiment de prendre en compte en fait la situation individuelle de la personne sur des problématiques voilà, de poste de travail et de conditions de travail qu'elle rencontre actuellement. Et je crois que Coralie, tu voulais intervenir là-dessus. Oui, ça, c'est des financements qui existent et surtout avec la CPM pour le FIPU, c'est aussi des moyens d'aller interroger ce que je vous disais tout à l'heure, quoi, l'usure professionnelle, les fonds d'investissement pour l'usure FIPU. La signification de FIPU sont Ouais, fonds fonds d'investissement. Usure Ouais, professionnelle. prévention. Prévention usure. Qu'est-ce que je... Oui, que c'était vraiment, que c'est en lien avec l'usure professionnelle et donc aller interroger les situations de travail qui peuvent être source d'usure et de ce fait-là, aller interroger les situations de travail source d'usure pour une personne, mais si on agit pour une, on peut agir aussi pour tous et toutes et agir à fond avant que le mal soit fait pour certaines personnes. Donc, c'est voilà, des financements qui existent et qui financent du matériel, mais pas que. Oui, c'est ça. Donc, sachant que après, on a, donc si tu veux avancer, Karim, sur la slide, voilà, on vous a remis sur cette diapo là les conditions en fait, les facteurs de risque, donc ceux qui sont en vert transition pro là en haut, les trois, vibration mécanique, manutention et posture pénible, ce sont ceux qui vont pouvoir déclencher entre guillemets le FIPU. Et les 6 en dessous, là, c'est ceux qui sont repérés qui peuvent donner des points sur le compte professionnel de prévention. Donc, c'est les activités exercées en milieu hyperbare,
les températures extrêmes, le bruit, travail répétitif, le travail de nuit et le travail en équipe successive alternante. Alors, pour les 6, la jaune, il faut des seuils, hein, il y a des seuils réglementaires et une durée d'exposition. Par exemple, le travail de nuit, ben, il faut travailler au moins 1 heure entre minuit et 5 heures du matin et au moins 100 nuits dans l'année pour que ça génère les points sur le C2P. Et en général, un facteur égale à 4 points et un point égale 500 euros. Donc, la personne peut avoir une somme, si elle a 4 points tous les ans, ça lui fait 2000 euros par an. Si elle y est déjà exposée depuis 4-5 ans, ben, ça va lui faire déjà plus de 10 000 euros sur son compte professionnel de prévention et qui peut venir abonder aussi le CPF, hein. À un moment, la personne, elle peut aussi abonder son CPF avec son compte professionnel de prévention pour financer une action de formation, pas forcément pour se reconvertir, mais par contre, si elle veut se reconvertir, ça passe par nous et les points sont débloqués à ce niveau-là sur son compte. Avec nous, on a un lien avec la CARSAT à ce niveau-là, puisque les points sont gérés par derrière au niveau de la CARSAT. J'espère que je suis claire dans mes explications. Après, peut-être, genre, j'étais en train d'écrire une réponse tout à l'heure, donc j'ai pas Oui, tout entendu, mais oui, peut-être dire que le métier ciblé, en fait, oui. Tu as raison. C'est rappeler que le métier que la personne veut faire en se formant ne doit pas comporter les facteurs pour lesquels elle a eu des points, hein, et ne doit comporter aucun des 6 facteurs aucun des jaunes, ouais, facteurs. Ouais. Mm. aucun des 6 facteurs jaunes. Donc évidemment, si je suis par exemple euh, préparateur de commandes de nuit sur une plateforme logistique, eh ben, je ne vais pas pouvoir viser un métier de conducteur routier dans lequel il pourrait y avoir de la nuit, par exemple. Alors, je peux, mais mes points C2P ne pourront pas être mobilisés pour ce projet-là. Donc, nous, on laissera le dossier en PTP classique sans utiliser les points de la personne parce que le métier de conducteur routier peut comporter du travail de nuit et on ne peut pas préjuger après derrière de la façon dont la personne va rebondir sur le marché de l'emploi. Donc, euh, au départ, l'idée, c'était que les branches aussi déterminent des métiers. Bon, ça n'a pas été fait dans tous les domaines d'activité. Pour le FIPU, ça n'a pas été fait non plus dans tous les domaines d'activité. Donc nous, les transitions pro, parce qu'on a tous cette façon de fonctionner là, dans tous les transitions pro, on a déterminé aussi des critères de regard de métier, que ce soit du métier de départ ou métier d'arrivée, pour ne pas justement que les fonds soient utilisés entre guillemets à mauvais escient, parce que on sera contrôlé aussi sur l'utilisation des fonds et la répartition des fonds FIPU et l'utilisation des points C2P de la personne derrière, hein. Donc, il faut que l'objectif soit atteint en fait, hein, et que la personne puisse préserver sa santé derrière. Non, après, ce qu'il faut retenir peut-être, c'est que dans tous les cas, le projet de la personne, nous arrive sur une demande avec utilisation du compte professionnel de prévention, même si le métier ciblé, il est pas, enfin, il peut être exposé. Dans tous les cas, en fait, sa demande, elle sera basculée sur notre enveloppe. Donc, on va pas rejeter la Oui. demande du salarié parce que il cible un métier. C'est juste qu'elle sera financée autrement, en fait. Voilà. Mm. Voilà. Donc, On en a fait résumé, l'exercice, ouais, on a essayé de faire l'exercice de synthétiser tout ça un peu de manière un peu visuelle et sans trop de texte. Et puis, avec voilà, qui sont les cibles, c'est pour faire quoi, et puis c'est quoi le financement qu'on peut mobiliser. Donc avec voilà l'ensemble des trois financements mobilisables, le PTP, le FIPU et le PUR, ouais. avec les facteurs de Mm. risque et puis les subtilités. Donc c'était un peu l'idée de voilà d'avoir une slide qui essaye de synthétiser un peu voilà les trois dispositifs qui soient faciles d'accès et qui permettent de trouver assez rapidement l'information. Et Mm. puis après pour aller plus loin, bien sûr, ben ne pas hésiter après à aller bien sûr sur notre site internet pour avoir plus de détails et puis aussi revenir vers nous parce que voilà c'est
avec plaisir qu'on pourrait échanger avec vous sur des projets de salariés, des situations particulières, parce qu'il n'y a que des situations particulières et des cas individuels, donc avec plaisir. Et Peut-être vas-y. simplement, peut-être sur le FIPU, tu veux rajouter des choses sur le cofinancement employeur? Oui, en fait, là, pour que le FIPI, enfin le fonds puisse être mobilisé, il faut une attestation de l'entreprise qui dit oui, on reconnaît qu'il y a voilà, ce risque ergonomique-là et on participe à 5%, à hauteur de 5% du coût pédagogique. Et là, ce qui se passe, c'est que nous, la transition pro-Bretagne, plutôt que de... Alors, l'employeur donne son accord pour le financement, 5%, en général, c'est moins de 500 euros, hein. Euh, C'est c'est, 300, c'est- 400 euros sous. Ouais. ouais, c'est un grand max, hein. Par rapport aux coûts pédagogiques qui nous sont demandés d'habitude, c'est vraiment c'est pas grand. Et en fait, pour simplifier la vie de l'employeur et lui éviter d'avoir à conventionner avec l'organisme de formation, ces 5%-là du coût pédagogique, imaginons c'est 350 euros, eh ben, on va les déduire du premier remboursement de salaire le premier mois de formation. Comme ça laisse voilà, la possibilité, ça simplifie au niveau des conventionnements et nous, ça nous simplifie aussi ça. Alors après, des fois, il y a des entreprises qui se disent, bah, je vais demander à l'OPCO s'il peut m'aider, mais là, ça va être difficile, hein, d'intervenir sur ce financement-là. Il y a des entreprises aussi des fois qui nous répondent, bah, je bénéficie déjà à côté du fonds FIPU pour autre chose. Est-ce que je peux vraiment utiliser, enfin, donner mon accord pour ça? Alors oui, c'est pas, comment je veux dire, ça se mélange pas. C'est-à-dire que même si l'entreprise est déjà aidée par le fonds FIPU sur des actions de sensibilisation et d'information, comme le disait Coralie tout à l'heure, on peut quand même nous la solliciter pour 5% du coût pédagogique sur un dossier d'un de ses salariés, hein. Ça, c'est pas incompatible. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'était juste la ligne au-dessus, euh, sur le financement, là, sur ces trois colonnes, hein, PTP, FIPU, pur PTP. À chaque fois, il y aura monopolisation systématique du CPF de la personne. Hein, parce que vous savez peut-être que notre système informatique est directement relié à la Caisse des dépôts et consignations. Et comme les trois dossiers sont sur une demande PTP rattachée à une demande PTP, dès qu'il y a un accord de notre part pour un PTP, le CPF est décrémenté par la Caisse des dépôts et consignations, hein. Donc, Alors, il y a une question technique, mais je ne sais, je suis pas sûr du coup de pouvoir y répondre, mais moi non plus. sur qui gère le fonds FIPU, il me semble que... alors, Coralie, je sais pas si tu as l'info, toi? La CARS, la CARSAT. La CARSAT, ouais. Ouais. Mm. Mais après, je ne sais pas s'il y a des interlocuteurs dédiés en fait pour informer. Il fonctionne par territoire, donc en fonction du territoire géographique, ça dépend de l'interlocuteur, je pense. Ah oui. Ok. Mm. Bah, après, on pourra vous joindre au support un petit lien d'information sur le FIPU et puis pour que vous trouviez au moins une piste de recherche sérieuse. Ok? Euh, il nous semblait intéressant aussi au lieu de là du résumé, de essayer de synthétiser un peu les avantages à la fois pour le salarié et pour les employeurs, de répondre positivement à une démarche un peu comme ça individuelle d'un salarié. Donc après, je vois qu'il reste 5 minutes à la réunion, donc il va falloir Oui. qu'on soit hyper efficace. Donc après, voilà, bien sûr, au-delà de répondre positivement à une demande individuelle qui, voilà, toujours permet de répondre un peu aux aspirations et aux projets de quelqu'un, c'est aussi pour spécifiquement les FIPU et pur PTP, la possibilité de quand même de préserver la santé d'un salarié et de maintenir son employabilité. Donc après,
vu que vous êtes plutôt du côté entreprise, peut-être qu'on va peut-être plus insister sur les avantages pour l'employeur, en fait. Parce que c'est vrai que c'est intéressant pour une entreprise de pouvoir dire à un salarié, au bout de 10 ans, je vous permets d'évoluer en termes d'activité et de poste, que ce soit en interne ou en externe. Donc après, vous avez compris que pour le PTP, le FIPU, le PUR, la participation de l'employeur, elle est assez minime malgré tout, en fait, parce que il y a le FIPU, on mobilise 5% des frais pédagogiques, mais ça a un coût quand même assez réduit. Et par rapport au coût de désengagement d'un salarié, par rapport au coût généré par une inaptitude, où eh ben, si on réfléchit simplement en montant en euros, eh ben, c'est incomparable en fait. C'est beaucoup moins important en fait de, pour une entreprise de participer à un projet de reconversion que de gérer en fait ce type de situation de désengagement, arrêt ou inaptitude. On avait trouvé des chiffres, mais je ne sais plus, je les ai plus en tête, le coût d'un désengagement, d'un arrêt maladie, d'une inaptitude. Mais de la même manière, du coup, je pense qu'on va pouvoir vous retrouver ça en fait pour que vous l'ayez en tête, parce que je trouve que c'est intéressant de mettre ça en perspective avec le coût de participation à un projet de reconversion, parce que c'est encore là dans la prévention, écoute, hein, c'est toujours le discours un peu, mais ça coûte toujours moins cher en fait Mm. d'agir en amont que d'attendre l'issue un peu d'un parcours de désengagement ou d'arrêt qui coûte toujours plus cher à la fin. Et pour l'entreprise aussi, c'est aussi agir sur son attractivité parce que c'est aller interroger les conditions de travail et donc aller interroger le bien-être des salariés pour pouvoir être plus attirante et en même temps mettre au regard aussi de sa performance économique. Donc il y a aussi des enjeux de performance pour l'entreprise et sociale et économique, le fait d'aller dans une démarche collective. Oui, c'est pas que RSE et marque employeur, c'est aussi une performance économique. Ouais, on pourrait le rajouter. Oui, on pourrait le rajouter. Avez-vous des Euh, ressources pour informer les employeurs sur ce dispositif? Eh bien, bien sûr, on a des plaquettes, on a des super plaquettes, toutes mm. jolies, toutes belles. Après, je sais que vous êtes sollicité sur plein de sujets et plein de thématiques différentes. Donc, est-ce que des plaquettes en plus dans vos... C'est plus Ou des en format cartables que vous devez PDF, avoir, c'est hein, des ouais. grosses sacoches que vous devez avoir à roulettes. Donc, après, on peut vous les donner en dématérialisé, si vous voulez, Mm. pour que vous ayez Est-ce que ça c'est sur vos est-ce disques que c'est possible durs. de mettre le lien dans le support PPT s'il est communiqué après? Oui, C'est possible de mettre un oui. lien pour que vous puissiez tout ça avoir tout sur le même support, en fait. Karine? Oui, Laurence. Oui, bonjour. Écoute, je viens cet après-midi dans vos locaux pour le CEP. Je vais prendre quelques D'accord, plaquettes très bien. pour les conseillers. Très bien, tout à l'heure, hein. J'espère Oui, qu'on à a tout à refait l'heure. notre stock. Ok. Oui, alors moi je serai là dans les locaux, il n'y a pas de souci. J'espère qu'on a refait notre stock. On a prévu d'en ressortir, hein, d'en On réimprimer voulait aussi, quand ouais. même Mm. rapidement, parce qu'il reste une minute, Oui, pardon. présenter un autre dispositif, mais qui est peut-être un peu moins connu, quoique maintenant il est quand même assez sollicité en fait de la part des salariés. C'est le dispositif d'émission reconversion, où là, les salariés, ils passent, enfin, c'est plus un financement de la même manière que le PTP, le FIPU ou le PUR, mais là, c'est plus pour des personnes qui souhaitent démissionner pour être indemnisables auprès de France Travail pour mener à bien leur projet de reconversion. Il y a deux typologies de projets de reconversion qui sont éligibles à ce dispositif. C'est les créations reprises d'entreprise et les gens qui souhaitent suivre un parcours de formation. Donc tout ça, c'est bien sûr très encadré parce que c'est quand même très risqué pour les salariés de passer d'un statut de salarié à un statut de demandeur d'emploi après démission. Et il est obligatoire de suivre un accompagnement avec un conseiller en évolution professionnelle des actifs, donc c'est-à-dire Avenir Actif, Cap Emploi ou l'APEC. Et, euh, et bien sûr,
il n'y a pas de prise en charge de transition pro dans ces cas-là. En fait, c'est juste que nous, on s'assure que le projet, il est sécurisé pour le salarié, qu'il ne va pas se mettre dans une situation compliquée. Donc pour ça, on s'appuie bien sûr sur le réseau de conseillers en évolution professionnelle qui fait le travail en amont, en fait, de construire un parcours sécurisé. Mm. Il y a une question là. Est-ce qu'il y a un lien avec la période de reconversion sur ce dispositif-là? Absolument pas. Du tout. Du tout, Alors, du tout. on s'est dit qu'on n'allait pas vous présenter la période de reconversion parce on s'est dit que vous étiez sûrement plus expert que nous sur le sujet. On s'est dit par contre qu'il était peut-être intéressant que vous ayez voilà, cette cartographie-là euh, des dispositifs pour voir justement comment ça s'articule, comment ça s'articule pas, qu'est-ce qui répond le plus aux besoins des entreprises et des salariés, et que vous puissiez peut-être simplement présenter l'ensemble des dispositifs quand vous avez des sujets qui tournent autour de la reconversion et du changement de métier. Et après, très rapidement, du coup, pour 2026, on a la chance, nous, d'avoir un budget stabilisé par rapport à 2025 sur l'engagement de l'enveloppe PTP. On a la chance également d'avoir les budgets usure professionnels qui sont plutôt en augmentation en fait. Mm. Donc le pur c'est un peu particulier parce que c'est un peu voilà en fonction de la sollicitation des salariés, mais sur le FIPU voilà on a un budget en augmentation qui peut être mobilisé Ouais. en 2026. Et on a un gros enjeu sur le FIPU quand même, hein. Donc, l'important, c'est parce que le sourcing, enfin, peut être important, mais il peut y avoir un certain nombre d'entreprises qui refusent de participer aux 5% du coût pédagogique, donc on ne peut pas basculer le dossier sur du FIPU. Donc, l'idée, c'est comme on en a beaucoup plus à faire cette année, il faut qu'on en ait beaucoup plus à la base aussi. Donc, il ne faut pas hésiter à leur en parler aux entreprises, en fait. Et Pardon. aussi une chance supplémentaire aujourd'hui pour les salariés de plus de 50 ans, c'est qu'on a un financement FSE en fait pour les personnes en reconversion de plus de 50 ans, alors aussi RQTH et les gens qui sont infrabac, mais ce qui fait que on a une priorité en fait plus importante pour ces projets-là qui seront, on l'espère, plus financés cette année en fait. Ouais. Autre enjeu aussi, mais ça fait un peu écho avec ce qu'on disait au début, et puis on terminera par là, hein, sur le baromètre de la reconversion avec -3, -4% en fait de demandes de reconversion en 2025 qu'en 2024. Et là, en 2026, nous, les premiers mois, mais même fin 2025, et pas que en Bretagne, c'est au niveau national, on s'aperçoit qu'il y a moins de demandes de reconversion. Alors peut-être qu'il y a l'instabilité aussi un peu politique, toutes les histoires de budget qu'on a vécues, l'environnement qui n'est pas très favorable au changement, mais on se rend compte que c'est compliqué en fait pour les personnes là de se projeter. Et donc on se dit qu'il y a un vrai enjeu, pour nous, à rendre attractive la reconversion. Et alors que on n'avait pas eu trop ce souci-là en fait en 2023, 2024, parce qu'on avait une demande qui était assez stable. Là, il y a un sujet en fait sur comment on peut, peut-être avec un accompagnement renforcé, sécuriser les parcours des personnes, mais dès le départ en fait. Mm. Dès l'émergence des projets. Et qu'on reste pas sur les 51% qui souhaitent éventuellement à 5 ans se reconvertir, mais qui passent pas forcément tout de suite à l'action, quoi. Qui restent dans le projet et éventuellement dans le futur, un jour, je me reconvertirai. Là, et puis après, ben, voilà. Les enjeux de transition écologique, démographique, technologique, Bon, ça, c'est des ben, on les enjeux a qu'on tous en partage tête. tous. Ouais, Ouais. ça, c'est des enjeux qu'on On les- partage tous. Mm. Je sais pas si Coralie, tu avais un petit le mot de la fin avant qu'on dise au revoir à tout le monde. Non, mais que le sujet de la reconversion, c'est un sujet qui interroge le parcours au sein d'une entreprise et en dehors de l'entreprise. Donc, ça demande aussi de forts enjeux partenariaux, un développement aussi partenarial pour pouvoir travailler et accompagner au mieux et les entreprises et les salariés parce qu'il y a des enjeux en lien avec la santé, avec la compétence
et la performance des entreprises sociales et économiques. Donc ça regroupe quand même pas mal de compétences internes et externes aux entreprises et donc pas mal de liens entre les différentes ressources externes à l'entreprise et internes à l'entreprise. Ressources humaines, dispositifs, voilà. Oui. Donc, Mais merci Coralie, parce que ça me permet de... Je prends la perche. C'est vrai que tous ces sujets-là, en fait, sont hyper techniques et que on imagine bien que quand vous allez en entreprise, vous allez X sujets en fait à aborder avec parfois en plus une demande très précise d'une entreprise qui va être un peu hors du champ qu'on vous a présenté. Et que si vous avez bien sûr besoin de compléments d'informations, d'un appui spécifique sur un sujet, faut pas hésiter à revenir vers nous parce qu'on est là aussi pour vous appuyer, pour vous documenter, pour vous renseigner en fait sur des sujets un peu qui répondent voilà, aux enjeux des entreprises, quoi. Tout à fait. Il reste quoi? Il reste juste à dire merci et au revoir et bonne journée, c'est ça? Euh, on Merci. a tenu presque le temps. Ouais, on a Oui, 5 minutes près. Surtout dans le très support, juste. il y a nos adresses mail, donc surtout Oui, ne pas hésiter à nous contacter si s'il y a des jamais il y a besoin questions, ouais, des questions complémentaires. tout à En tout fait. cas, merci à vous tous et Merci à vous, bonne journée et Oui, puis merci. à bientôt, à très bientôt. Merci, bonne journée. Bonne merci. journée, au Merci. revoir. Bonne journée. Bonne Merci, journée, au ouais. revoir. Au revoir. Au revoir, Au merci. revoir. Merci, bonne au journée. revoir. Au revoir, merci. Merci, au revoir. Bonne journée. Karim et Sandra, je vous ai rendu